4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps, avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 23 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, nous sommes au mois de juin 2006 et nous étions laissés lors de la dernière vidéo sur le pay-per-view, deuxième pay-per-view de l'année 2006, à savoir Double or Nothing. On avait terminé sur un Raven face à Kip James, Raven qui avait donc défait Kip James dans un match hardcore pour le titre mondial et donc pour conserver son championnat du monde, match qui nous avait fait un petit 63 de rating d'ailleurs, qui avait été la note exacte du show de manière globale. Autant vous dire que c'était un main event assez décevant. Raven, on a du mal clairement à le mettre dans de bonnes conditions, notamment sur des matchs de championnat, sur des matchs qui sont importants dans le main event de nos shows, et c'est encore plus problématique quand on sait qu'on lui donne quand même l'opportunité de catcher quand même dans des matchs qu'il apprécie, à savoir les matchs dol, les matchs hardcore. Ça fonctionne pas pour l'instant pour Raven. Assez décevant. Bon, tu me diras, dans la carrière de Sturi, hein, avec la ECW en 95, il y a eu des choses qui ont un petit peu merdé récemment avec Bret Hart notamment, où le garçon n'était plus trop capable de tenir les rangs d'un main eventer. On a un peu le même problème avec l'ami Raven, hein, qui a 41 ans et qui est en train de baisser tout doucement, hein. Pourtant le mec est toujours à 90 en basique, 92 en psychologie. Le gars a du microphone, a du charisme, a de la star quality, il est super bon en couleur, il a une bonne popularité. Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour Raven et c'est un petit peu dommage. Peut-être que ça va s'améliorer au fur et à mesure des semaines, mais il serait quand même temps que ça s'améliore assez rapidement parce qu'on a quand même besoin d'un Raven pertinent, notamment pour terminer la storyline et poursuivre l'écriture du booking qu'on a mis bien évidemment en place. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même faire un petit tour vers les finances. On a fait 111 000 à nouveau, donc de profit sur ce mois, 455 000 dollars, 771 du côté donc de la All Elite Wrestling. On se remplume avec 318 224 donc dollars de tickets vendus, des TV revenus qui ont augmenté par rapport au mois passé. Pareil au niveau du sponsor, le merchandising, on est un petit peu en dessous donc du mois précédent mais au-dessus du mois d'avant. Au niveau du coût de worker, vous le voyez, on a été supérieur à ce qu'on a pu faire par exemple du côté donc du mois de mars, où il y avait donc 5 shows également avec le premier pay-per-view de notre année. Le coût des shows a quand même légèrement augmenté, voire assez significativement. Le coût du marketing est toujours le même. Le coût du merchandising un petit peu moins quand même que le mois passé, mais un petit peu plus que le mois d'avant. Coûts de production qui sont inchangés par rapport au mois de mars, donc dernier mois on avait fait 5 shows et puis on s'est fait assassiner par le MISC par rapport bien évidemment au mois précédent. On est à peu près dans les eaux du mois de février. Bref, là le MISC, on sait pas trop pourquoi ils sont venus vraiment nous la mettre sévère, d'ailleurs comme les taxes, hein. Là c'est assez impressionnant, on a 20 000 de taxes. Allez, hop là, comme ça c'est fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes donc au jour d'AEW Dynamite. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous rendre dans les locker rooms et voir bien sûr s'il y a des incidents backstage à traiter. Oui, a priori, oui, allons-y. Incident impliquant Jazz et Bobby Billard. Oh, Jazz est au litre. Bah oui, il fallait bien commencer par remplacer à un moment donné Jacqueline Moore au pied levé qui est partie du côté de la TNA qui nous emmerde à nous piquer nos talents. Donc elle est présente, Jazz, on sait pas trop encore véritablement, j'ai pas de plan bien précis hein, pour Jazz. Pour l'instant, j'ai juste signé en espérant, enfin, on fait par apparence bien sûr, en espérant pouvoir avoir une écriture assez inspirée avec une nana quand même qui a de l'expérience et surtout qui a
la Star Power. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bobby Billard? Oh putain. Jazz qui commence et qui va tout simplement s'en prendre à Bobby Billard. Un combat est apparu entre les deux, il a fallu les séparer. Jazz qui commence déjà à foutre la merde, et bah c'est fine. Voilà, Bobby Billard est contente de ma décision et apparemment Jazz n'a trop rien dit, donc à mon avis c'est qu'elle est déjà bien contente que ça n'aille pas plus loin. Je boucle le show de mon côté, les gens se retrouvent juste après pour en discuter comme d'habitude. On est parti les copains pour le premier show de la vidéo également, le premier AEW Dynamite du mois de juin 2006. Nous étions au SD Rushmore Plaza Civic Center devant 4259 pèlerins et nous démarrons le show les gens avec un angle qui est très impressionnant, pas forcément en termes de rating mais en termes de star power, puisque vous avez Raven, Christopher Daniels, Skip James et Paul Heyman et aussi John Moxley. Alors comment ce segment s'agence-t-il? Nous avons Raven et John Moxley qui se félicitent d'avoir battu Skip James sous les règles du Raven Rules et quelque part d'avoir jarté de la course au titre Skip James par la même occasion. Seulement il va se faire interrompre Raven par le principal intéressé qui est Skip James. Skip James qui s'est fait battre déjà dans un match hardcore, dans un match qu'il ne maîtrise pas forcément, et puis surtout à cause d'un coup de Trafalgar de Raven, avec son sbire John Moxley, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, qui a intervenu dans ce match, coûtant du même coup la victoire à Kip James. Donc Kip James veut son match revanche, seulement Christopher Daniels intervient aussi. On sait qu'il y a eu quelques petites frictions entre les deux, qu'il y a eu aussi quelques matchs one-on-one ces dernières semaines entre ces deux-là. Et Christopher Daniels qui lui dit écoute Kip, t'as eu ta chance, certes ok tu t'es fait avoir, c'est pas de peau pour toi parce qu'encore une fois t'étais en infériorité numérique, mais cette fois-ci c'est à moi d'avoir ma chance, c'est à moi de pouvoir avoir quelque part mon opportunité. Et Kip James qui dit mais alors à ce moment-là, ok pas de souci, prends ton opportunité, mais à ce moment-là, laisse-moi pouvoir aussi rentrer dans ce match, que ça soit un triple threat, et comme ça on sera pas en infériorité numérique, on pourra quelque part s'occuper de John Moxley si il veut intervenir, et puis on pourra également s'occuper de Raven. Sauf que Paul Heyman ne valide pas du tout l'idée. Paul Heyman ne veut pas qu'il y ait un triple threat, il veut encore une fois protéger Raven, même si c'est pas dit clairement. Donc il stipule bien, Paul Heyman, à Kip James qu'il a perdu son opportunité, qu'il n'y aura pas de triple threat, et que Kip James devra maintenant retourner back of the line. En revanche, il laisse à Raven le soin d'accorder ou non le match à Christopher Daniels, puisque Kip James, Christopher Daniels, ils se sont quittés ces dernières semaines sur des draws. Et Raven est un homme de parole, et il nous dit que il va donner cette opportunité à Christopher Daniels. Il avait dit que le vainqueur du Beat the Clock aurait la première opportunité et que le second devrait patienter. Christopher Daniels la semaine prochaine ne patientera pas plus longtemps que la semaine qui suit, puisque la semaine prochaine Raven va donner une opportunité à Christopher Daniels pour le titre mondial, mais bien sûr ça sera avec les Raven Rules, et cette règle est très simple: s'il perd, il ne pourra plus jamais challenger Raven jusqu'à ce qu'il soit champion, qu'il reste champion. Voilà. Clairement, le Raven Rules est établi pour le match de Christopher Daniels face à Raven. 67 de rating, tout se passe bien. Raven qui s'améliore sur sa gimmick, qui a parfaitement apprécié aussi pouvoir aller en dehors du script. Paul Heyman a parfaitement improvisé. John Moxley a paru dégueulasse dans ce segment. Rien de notifié pour Kip James et Christopher Daniels, mais le segment est solide. 67 et la storyline et Inès continue à avancer grâce à ce segment. Derrière, les Rotten Brothers vont faire face à El Jericho dans un match décent. Les Rotten Brothers vont défaire El Jericho dans un match tag team hardcore en 10 minutes 42, quand Alex Rotten va défaire El Jericho via pinfall avec un Sever Skull Trauma, des performances in-ring, donc qui a été porté par Kevin Steen, qui a priori a été au-dessus de tout le monde. 55 de performance in-ring, Yann Rotten est à 45, son frère Axel est à 33 et 40 pour El Generico. La storyline tag team hardcore avance mais perd de la hit à cause de ce segment, mais ce qui est très intéressant de noter, c'est ce qui se passe juste après. Oui, je me doute, et encore au niveau du rating, pas trop, c'est que les frères Rotten vont désormais challenger Danielson et Dragon, qui étaient présents à la table des commentateurs pour visualiser un petit peu le match, et Bryan Danielson valide son opportunité pour la semaine prochaine à un match de championnat, ce qui veut dire qu'on aura 2 matchs de championnat la semaine prochaine, un match pour le titre mondial et un match pour les titres par équipe. Bref, on se lèche les babines d'avance. La storyline donc avance mais perd encore une fois de la hit, alors que Bryan Danielson et Yann Rotten ont performé plutôt moyennement. Quoique Yann Rotten plutôt pas mal. Bryan Danielson en revanche, pour aller en dehors du script, c'est toujours un petit peu délicat. On retrouve Amy Weber backstage avec 6
CM Punk qui nous parle de ce qui s'est passé du côté bien, de Double or Nothing samedi dernier, le fait que Bobby Roode ait intégré le match donc de championnat TNT qui initialement était un match simple entre CM Punk et Claudio Castagnoli. CM Punk nous dit qu'il n'a pas trop compris, qu'il a revu les images de l'altercation entre Ted DiBiase Senior et Paul Heyman lui-même. Il ne sait pas trop quel genre d'agrément et quel genre de relation ils tiennent, mais ce qui est sûr c'est qu'il était complètement paumé la semaine passée. Il a quand même réussi à s'en sortir, faire le tomber sur Bobby Roode et finalement aller s'imposer. Mais c'est vrai que bon, il n'est pas trop fier non plus de la manière dont ça s'est tenu. Et Roddy Piper qui passe par là, il va lui dire bah écoute, si t'es pas trop fier de ce qui s'est passé, hein, avec Claudio Castagnoli derrière lui, bah écoute, redonne une chance à Claudio Castagnoli, one and one, il la méritait, il est allé chercher son opportunité dans le ring, on lui a volé. Toi qui es un champion qui se dit bien fighting champ, vas-y, sois un champion combattant, un champion combatif, et donne à Claudio Castagnoli une opportunité. Et CM Punk qui ne recule devant rien, va filer une opportunité à Claudio Castagnoli dans le main event pour le titre TNT du AEW Dynamite de ce soir. Amy Weber fait un super job donc d'interaction dans ce segment. CM Punk a été un petit peu moyen. Roddy Piper a bien improvisé, mais CM Punk, malgré son improvisation moyenne, est quand même une star assez impressionnante dans ce segment, puisque le garçon est quand même extrêmement charismatique. La storyline Moneyman avance les pères de la hit, 51 de rating pour ce segment. Derrière, Rey Mero va faire face à Daphné et dans un match plutôt décent, oui, avec une bonne réaction de la foule et un match de catch un petit peu moyen. Rey Mero va défaire Daphné en 6 minutes 11 via pinfall avec le Sable Bomb, 43 de rating, performance in-ring de 39 pour Rey Mero et de 36 pour Daphné. Le titre n'était pas en jeu, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe juste derrière, avec Roddy Piper et Amazing Kong qui vont venir confronter Rey Mero. Ils vont féliciter d'abord Rey Mero de cette victoire de ce soir, surtout Roddy Piper, puisque Amazing Kong ne dit pas grand chose, elle se contente de regarder fixement Rey Mero. Roddy Piper qui félicite Rey Mero pour sa victoire du soir et qui félicite aussi cette dernière d'avoir réussi et bien finalement à tenir un quart d'heure la semaine passée du côté de Double or Nothing face à ce monstre qui est Amazing Kong, cette véritable bête. C'est vrai que bien, Rey Mero a montré plus de guts que Jacqueline Moore ces quelques dernières semaines et pour ça il respecte Rey Mero. Seulement voilà, à un moment donné, Amazing Kong va venir pour son titre, va venir pour son opportunité et Rey Mero n'aura pas la même chance que la semaine passée. Mais Rey Mero est une fighting champ, Rey Mero a envie d'en découdre et Rey Mero lui dit que la semaine prochaine, eh bien, elle va challenger Amazing Kong à un match tag team. Elle se trouve une partenaire, Rey Mero fera de même et la semaine prochaine, on se met déjà sur la gueule. Le segment qui a été plutôt boosté par le couleur commentary et l'annoncing et la storyline Female Monster gagne de la hit. Derrière, petit bikini contest pour détendre l'atmosphère, histoire que les fans pervers de la All Elite Wrestling puissent se rincer l'œil. Bikini contest entre George Frankenstein, Bobby Billard et Lizzie Valentine. Et ça donne une victoire de Bobby Billard dans ce bikini contest. Voilà, on va filer une petite victoire à Bobby Billard qui s'est fait attaquer par Jazz dans les backstage. Complètement fin folle la dame. 66 de rating, ça détend tout le monde. Et c'est tant mieux juste avant le main event qui nous fait un très bon 73. Claudio Castagnoli face à CM Punk. Match bon, c'est défini comme tel, la foule était chaude, tu m'étonnes, et CM Punk va défaire Claudio Castagnoli en 11 minutes 59 via pinfall avec le Shining Wizard après la distraction de Bobby Roode. Bobby Roode est venu distraire, frapper Claudio Castagnoli. CM Punk ne s'en est pas rendu compte. CM Punk fait donc sa 14e défense du titre TNT et ça permet bien, de terminer le show sur une très bonne note. 73, Roddy Piper fait toujours de l'excellent boulot à ringside. Claudio Castagnoli et Roddy Piper ont une incroyable chemistry. La storyline, Claudio Castagnoli a une performance ring de 54, CM Punk 72. Le match a buzzé, tu m'étonnes, et la storyline Moneyman gagne de la hit grâce à ce segment et cette intervention de Bobby Roode qui coûte la victoire à Claudio Castagnoli. CM Punk toujours champion au niveau du rating global, on était à 65. Ce qui est un petit peu moyen, mais encore une fois, voilà, le main event contraste avec les notes qu'on peut faire notamment en début de show, 49, 44, 51, 43. C'est encore un peu moyen, c'est vrai qu'on arrive à sauver la mise dans les main events, mais il va falloir avoir un peu plus de régularité pour faire des ratings un petit peu meilleurs, mais 65, on va s'en contenter, ça reste un show assez correct. La traditionnelle masse de news de début de mois, vous le voyez, il y a énormément de mails, vous voyez également des offres de contrats, oui, vous inquiétez pas, je les ai vérifiées. Elles ne sont pas dangereuses pour nous puisque ce sont des offres de tournée, que ce soit pour Brian Danielson, Justin Credible et également Brian Kendrick ainsi que Christopher Daniels. Des informations intéressantes concernant le contrat de Trinity qu'il va falloir prolonger. Également Mike Mizanin qui a priori a changé
type de corps, apparemment beaucoup plus tonique, l'ami Mike Mizanin. Lisa Marie Varon, qu'on suivait un petit peu naïvement, eh bien, a étendu son deal avec la WWE, donc on ne pourra pas rentrer en négociation avec elle. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser tout de suite maintenant, c'est bien évidemment les ratings. 45 450 viewers lors du dernier show, 4 259 viewers donc dans l'arena. C'est plutôt pas trop mal, oui, parce qu'on fait tout simplement un bien meilleur show qu'à Double or Nothing. Bon, tu me diras, on gagne aussi 2 points par rapport à notre deuxième pay-per-view de l'année. Bref, tout va plutôt bien. On se dirige bien sûr, comme il se doit, vers le deuxième show de la vidéo. Si d'ici là il n'y a pas de news croustillantes, sinon bien évidemment je n'hésiterai pas à vous les communiquer. Vous savez désormais comment ça marche. Des signatures de contrat, ou plutôt des extensions de contrat avec Balls Mahoney, que j'ai décidé bien sûr de reprolonger. Bon Will le garçon, allez, on est parti. On le reconduit une période d'1 an, je ne sais plus combien on le paye, mais bon, pas trop cher. C'est parti pour Balls Mahoney. Et a priori, eh bien, une réclamation d'augmentation pour l'ami Colt Cabana qu'on n'utilise pas ces dernières semaines, apparemment à 700 dollars par apparence chez nous, moins que les 950 qu'il vaut. Bref. Allez, full Perez, on peut se le permettre. Je lui donne ses 100%, il sera donc payé 950 à partir de maintenant. Colt Cabana, malheureusement, j'ai toujours pas de plan pour lui, hein. Le pauvre garçon, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais c'est vrai que Colt Cabana, peut-être que certains auraient des idées. Moi, pour l'instant, j'avoue que au niveau idée, au niveau créativité autour de ce catcher, j'avoue que c'est le néant. Les nouvelles du mercredi avec Kevin Steen qui étend son deal avec la CZW. Il y a énormément de catchers qui sont en train de reprolonger ou d'étendre leur deal avec des fédérations qui les employaient précédemment. Donc Kevin Steen fait pareil avec la CZW. Et apparemment, une amitié qui a pris fin entre Raven et Vince Russo. Voilà, ils sont plus du tout copains. Alors si on avait l'envie d'amener Vince Russo à la fédération, ce qui ne faisait pas du tout partie de mes objectifs, bah c'est raté, hein, en tout cas tant qu'on aura Raven. Et puis une petite news, pay request pour Christopher Daniels. Sinon Christopher Daniels c'est un truc de fou. Alors l'ami est à 2000 dollars, il veut tout simplement 2720. Ah ouais, tu te mouches pas du coude, bah c'est full, c'est 75, hein, voilà 75. Normalement il devrait pas faire la gueule Christopher Daniels, si il fait la gueule. On va peut-être lui donner un petit bonus, vraiment la gueule, hérité, on lui redonne un autre bonus. Toujours hérité. Il fait la gueule, Christopher Daniels. Bon, c'est vrai que pour l'instant on l'utilise un petit peu moins, mais enfin quand même, il va avoir un match de championnat dans le prochain main event du show, Christopher. Hein? Sois un peu plus reconnaissant s'il te plaît, il y a d'autres catcheurs qui aimeraient avoir ta position à un moment donné, s'il te plaît, fais preuve de professionnalisme à un moment donné. Merde. Des incidents backstage à traiter les gens juste avant de booker AEW Dynamite, deuxième du nom en ce mois de juin 2006. Incident impliquant Justin Credible. Qu'est-ce qui s'est passé? Justin Credible apparemment eh bien, simplement été sympathique, hein, durant cette période en backstage du côté d'AEW Dynamite, et tout le monde a tout simplement trouvé ça plutôt fun et ça a mis tout le monde dans un bon mood. Merci monsieur Justin Credible, hein, il fait pas désormais partie des incroyables héros, il est même en dehors du ring, il est même dans les backstage, tout va bien, merci monsieur Justin Credible. Allez, nous voilà partis pour le deuxième show de la vidéo. On était où il y a McElroy Auditorium devant 4198 pèlerins, toujours dans le Midwest, et nous démarrons le show les gens avec ce fameux match tag team pour les championnats par équipe de la All Elite Wrestling. D'un côté les Rotten Brothers et de l'autre Danielson et Dragon, dans un match décent puisqu'il est défini comme tel, même plus que décent parce que ça nous fait quand même un bon 73 pour démarrer les hostilités. On va prendre Danielson et Dragon vont défaire les Rotten Brothers en 12 minutes 02 quand Super Dragon va défaire Axel Rotten via pinfall avec un Burning Hammer. Danielson et Dragon font donc leur 5ème défense du titre donc par équipe en termes d'in-ring work. Vous imaginez, Brian Danielson était au-dessus de tout le monde, Axel Rotten était encore le Wink Link avec un petit 33, Yann Rotten est à 47, 72 pour Super Dragon, il y en a 83 donc pour Brian Danielson, et Tag Team Hardcore avance grâce à ce segment, mais surtout gagne de la hit parce que oui, cette rivalité, même si Danielson et Dragon ont remporté le match, et bien cette rivalité se poursuit. J'ai encore 2-3 petites idées derrière la tête. Je vous en dis pas plus. Derrière, Tyler Black nous fait à nouveau un segment un peu dark, le troisième. Il est à nouveau sur sa chaise, dans une pièce très sombre, une petite lumière très basse et très faible au-dessus de sa tête, les cheveux qui recouvrent le visage, et il a dans la main une photo de lui d'un côté et de l'autre Raven et John Moxley. Il nous parle
de cette association, de cette nouvelle association qui est aujourd'hui encore d'actualité entre Raven et Tyler Black, entre Raven et John Moxley. Il nous parle de son incompréhension de voir son meilleur ami s'être retourné contre lui. Il nous montre également une photo où il se fait martyriser à coups de chaise également par John Moxley. Il n'a pas compris, il n'a pas vu la lumière, pas à ce moment-là. Ça a commencé, et bien à ce moment-là, à être un tournant dans sa carrière. Il a commencé à se poser des questions, également s'interroger sur son entourage, sur ce qui était le mieux à faire pour lui. Et pour l'instant, les réponses commencent à s'éclaircir. Et il brûle les 2 photos durant ce segment. 45 de rating. Derrière, match tag team féminin, on en avait parlé lors du dernier numéro. Ren Amero qui avait challengé Amazing Kong à un match tag team. Trouve-toi une partenaire, je m'en trouverai une. Et bien Amazing Kong a choisi Jazz, donc on avait bien sûr présenté lors d'un incident backstage. Et Ren Amero a choisi Nikki Rox comme partenaire. Voilà, 2 nouvelles acquisitions à la All Elite Wrestling dans la division féminine, dans un match avec une décente réaction de la foule et un match de catch un petit peu moyen, 45 seulement de rating. Et Amazing Kong et Jazz vont défaire Ren Amero et Nikki Rox en 8 minutes 02 quand Jazz va défaire la championne Ren Amero complètement clean via le Fisherman Buster. 45 donc de rating. Nikki Cross. Non, pas encore. Hein. Nikki Rox, en revanche, débute sa gimmick de No Gimmick Needed et c'est donc un rating initial de Great, donc de très bon. Roddy Piper a fait du super boulot ringside. La gimmick de Beach de Jazz est Average et Ren Amero et Nikki Rox ont apparemment zéro chemistry en tant que partenaire. Voilà, donc comme ça au moins on l'a fait une fois ce match-là en équipe, les 2 ensemble. On ne le refera plus, promis. Nikki Rox 26, Ren Amero 32. Ah ouais, effectivement, tu comprends pourquoi on fait un 45. 44 de performance in ring pour Jazz et 47 pour Amazing Kong. La storyline donc avance mais perd de la hit avec cette performance, mais ce qu'il faut retenir c'est que Jazz a fait le pin sur Rena Mero. Eh oui, championne qui reste pas forte. John Moxley pour la déconne qui fait face à Matt Sydal, ouais, histoire un peu de donner du momentum à John Moxley quand même, parce que c'est vrai que ces dernières semaines il perd beaucoup, il est vers Raven, à côté de Raven, mais quand même, c'est vrai qu'à un moment donné il faut aussi qu'il gagne des matchs, et c'est vrai qu'il a beaucoup perdu, l'ami John Moxley, avec une disqualification face à Tyler Black, également match tag team face à John Moxley, avec Raven, quand il faisait face je ne sais plus qui, et puis là John Moxley forcément battu ces dernières semaines par Christopher Daniels et Kip James dans les matchs pour le fameux Beats the Clock Challenge. Et donc John Moxley a besoin de reprendre du momentum, on lui donne avec Matt Sydal qui sert de chair à canon donc à John Moxley. 42 rating, 5 minutes 46 pour la victoire de John Moxley face à Matt Sydal, performance de 36 pour John Moxley, de 32 pour Matt Sydal. C'est très mauvais, mais le rating global est quand même meilleur que les performances in ring, ça veut dire que le booking du match a été consistant. Derrière Ted DiBiase Senior, Bobby Roode sont dans le ring. Ils appellent CM Punk. Et oui, ils veulent que CM Punk soit là pour qu'on puisse lui annoncer la nouvelle en face à face. Bobby Roode est officiellement, puisqu'il a un papier émanant de Paul Heyman qui a officialisé ce match entre Bobby Roode et désormais donc CM Punk pour le titre TNT en match one-on-one. Il voulait que CM Punk puisse avoir la nouvelle en face à face. Il était pressé, impatient, Ted DiBiase Senior de l'apprendre donc au Street Edge, champion de la TNT seulement. Celui qui va interrompre Ted DiBiase Senior, ce n'est pas CM Punk qui est le principal concerné par cette annonce, mais plutôt Roddy Piper et Claudio Castagnoli. Roddy Piper, surtout Claudio Castagnoli, il a envie de mettre les mains sur Bobby Roode. Roddy Piper, Claudio Castagnoli, ils sont pas bien. Tu vois, ils sont vraiment dans un mood où ils ont envie de défoncer des bouches, surtout par rapport à ce qui s'est passé. Et Roddy Piper arrive à le pailler un petit peu Ted DiBiase Senior en lui disant c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer avec ton client. Bon, je sais pas trop la nature de vos relations, je sais pas non plus quel accord vous avez passé entre toi et Paul Heyman, mais ce qui est sûr c'est que ça va pas se passer comme ça. Claudio Castagnoli il s'est fait avoir 2 fois, un match one-on-one, ton pote Bobby Roode, ton client, il se ramène, il prend le pin, et à ce moment-là, ça coûte la victoire à Claudio Castagnoli. Ce même Claudio Castagnoli qui avait battu Bobby Roode en 5 minutes, squashant ton client lors finalement de ce match d'aspirant numéro 1 pour le titre TNT, donc au W Dynamite du Go Home Show, donc de Double or Nothing. Et puis la semaine passée, ton Bobby Roode là, qui est pas capable de gagner un seul match, qui est pas capable de tenir 5 minutes dans le ring face à la concurrence, a encore une fois attaqué Claudio Castagnoli. Ça va pas se passer comme ça. On veut les mains sur Bobby Roode là, maintenant, tout de suite. On s'en fout du championnat. Là, on veut régler les comptes. Et Ted DiBiase Senior qui dit de toute façon, le championnat, t'en auras plus, ça c'est clair. Des matchs de championnat, c'est clair. Maintenant, c'est acté, c'est Bobby Roode qui aura sa chance. Et Bobby Roode, il va pas t'affronter ce soir. Non, parce que Bobby Roode, à chaque fois, s'il a perdu, et c'est vrai, c'est parce qu'il était pas dans de bonnes conditions.
hein. Tu l'as challengé dans le Go Home Show de Double or Nothing, sur le dernier AEW Dynamite avant le deuxième pay-per-view de l'année. Tu l'as challengé, il n'était pas prêt, pas en tenue, psychologiquement pas prêt à t'affronter. Il perd en 5 minutes, derrière on lui donne un triple threat alors qu'il aurait dû avoir un match de championnat one-on-one face à CM Punk. Là encore, il n'était pas bien rodé. Il est hors de question que Bobby Roode t'affronte ce soir alors qu'il n'est pas prêt psychologiquement à le faire et que ça puisse à nouveau desservir son record. Donc, certainement pas, mais t'inquiète pas, tu auras l'occasion de mettre tes mains sur Bobby Roode si tu fais tes preuves face à un de mes sbires que j'ai payé gracieusement pour t'affronter la semaine prochaine. Donc Ludo Castagnoli devra battre la personne payée par Ted DiBiase Senior pour pouvoir mettre les mains sur Bobby Roode et avoir sa chance tout simplement de lui faire ravaler ses dents, hein, à ce petit avorton qui lui a coûté tant d'opportunités par le passé. 54 de rating, c'est plutôt pas mal. Ted DiBiase Senior qui a quand même eu du mal à aller en dehors du script, la qualité de l'annoncement et du couleur commentaire qui était plutôt bien, et Bobby Roode qui a paru mais complètement dégueulasse durant ce segment, et la storyline de Moneyman avance mais perd malheureusement de la hit. Segment plutôt correct malgré tout. Raven Christopher Daniels, c'est donc le main event donc de ce AEW Dynamite, deuxième semaine de juin de l'année 2006, et dans un match avec une fantastique unité, du bon catch, oui parce que c'est défini comme tel. C'est Raven qui va s'imposer face à Christopher Daniels dans un match simple où la stipulation était claire, le Raven Rules était clair, net, précis. Si Christopher Daniels perd, il n'aura plus d'opportunité avec la victoire de Raven qui est actée. Christopher Daniels est back of the line, il ne pourra plus challenger Raven jusqu'à temps que ce dernier soit champion. Victoire de Raven en 16 minutes 36 via pinfall avec un even flow DTD avec bien sûr la distraction de John Moxley. Vous vous en doutez, Raven fait donc sa 4ème défense du titre mondial et donc termine avec un magnifique 73 de performance donc globale dans ce match. Christopher Daniels fait une performance de 73, Raven une performance de 51. Le match a buzzé. Christopher Daniels donc apparemment s'est amélioré avec sa gimmick durant ce match. Malheureusement, Raven toujours autant à la ramasse dans les matchs qui a été exténué à la fin de ce match. Mais la storyline Inides avance et gagne de la hit grâce à cette 4ème défense de titre de Raven, et ça nous fait un 67 de rating, ce qui est plutôt pas mal, où on améliore notre popularité dans 16 régions. 0.06 de TV rating, les petits potes, avec 45 350 viewers via nos broadcasts, 4198 pèlerins présents dans les gradins. On fait un petit peu moins que la semaine passée, que ce soit en termes d'attendance ou en termes de broadcast. Pourtant on a fait un show supérieur à celui de la semaine passée, 2 points mieux noté en termes de rating. Que voulez-vous, il y a 2-3 trucs des fois qui sont assez incompréhensibles. Oui, j'ai changé de tenue, de t-shirt, j'ai également mis les lunettes. Bref, tout va bien, on tourne les vidéos en plusieurs journées, on fait comme Sturi. Voilà, peut-être que ça va nous porter chance, peut-être que ça veut dire qu'on aura autant de réussite que lui dans sa carrière. Ça voudra peut-être aussi dire que la série durera au moins aussi longtemps, on ne sait pas. En tout cas, nous, on va se retrouver pour le show d'après, la AEW Dynamite, donc de la 3ème semaine du mois de juin 2006. Et d'ici là, bien sûr, il n'y a pas de nouvelles croustillantes parce que vous le savez, vous en avez désormais l'habitude, à chaque fois qu'il y a des news qui sont intéressantes à vous communiquer, je le fais sans détour. Notre bon vieux CM Punk qui nous demande une augmentation de sa casque. Et bon, on va tout de suite voir ce qu'on peut faire pour l'ami CM Punk, payer 1640 € par apparence, 1640 $. Oui, effectivement, c'est pas forcément énorme compte tenu de ce qu'il nous apporte, c'est moins des 2330 qu'il vaut. Donc il me demande 690 $. De plus, écoutez, on va lui donner une paix complète. Voilà, il est content, il le mérite, CM Punk, il le mérite. Il nous fait du bon taf, il est champion TNT avec plus de 13 défenses de titre. Le mec mérite. Et ben nom de Dieu, décidément, c'est la semaine des pay requests avec Bryan Danielson qui veut lui aussi une augmentation de salaire. Alors qu'est-ce qu'il veut, le petit Bryan Danielson? 1470 $. Ouais, par apparence, c'est vrai que c'est pas forcément énorme. Là encore, comme CM Punk, c'est moins des 2490 qu'il vaut. Alors là par contre, je vais lui donner 75% parce que je trouve que l'augmentation là est quand même assez importante, donc 75%. Normalement il devrait pas faire la gueule Bryan Danielson, non, tout va bien. On a plutôt bien traité l'incident, c'est vrai que 1090 d'augmentation, ça me faisait un peu mal au cul. On se retrouve dans les backstage d'AEW Dynamite, 3ème du nom, et oui, déjà l'avant-dernier Dynamite du mois de juin 2006, avec un incident impliquant Matt Jackson et Ted DiBiase Senior. J'ai peur. J'ai peur, devrais-je avoir peur?
Oui, a priori, puisque effectivement, désormais, Ted DiBiase Senior est notre juge de la cour des catcheurs et Matt Jackson qui a été amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir oublié de serrer la main à un autre worker. C'est pas la première fois, il me semble, hein, que Matt Jackson fait ce coup-là et le juge, hein, bien sûr, Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et lui a demandé de payer à boire pour tout le monde après le show. C'est vintage, j'adore. Et surtout, je valide. Nous voilà partis les copains pour le troisième AEW Dynamite du mois de juin 2006. On est au MN All Season Arena devant 4555 pèlerins. Et nous démarrons les gens avec un segment d'ouverture noté à 64. Vous voyez les protagonistes, Raven, John Moxley, Samoa Joe. Alors comment va s'agencer ce segment? C'est très simple. On a d'abord Raven et John Moxley qui arrivent sur le ring. Les premiers, Raven qui se félicite avec l'aide de John Moxley d'avoir pu battre Christopher Daniels la semaine passée. Hein. Christopher Daniels est du même coup relégué back of the line. Raven se dit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun challenger réellement crédible et surtout méritant pour son titre, peut-être à l'exception de celui qui va l'interrompre, à savoir Samoa Joe. Samoa Joe qui a battu Kip James, également Christopher Daniels dans des singles competition. Il le mentionne au micro et désormais il veut une opportunité face à Raven pour le titre mondial. Alors Raven ne va pas lui ôter cette possibilité, bien au contraire, il va accepter le challenge de Samoa Joe. Seulement, il va falloir faire ça sous les règles de Raven comme à chaque fois. Et il demande finalement Raven à Samoa Joe d'affronter dans le main event Kip James et également Christopher Daniels dans un triple threat. Et s'il remporte ce match, il sera bien évidemment à la table des commentateurs pour suivre l'action. Samoa Joe se verra recevoir un match de championnat face à Raven dans un match de championnat où bien évidemment on pratiquera les règles de Raven à n'en pas douter. Samoa Joe accepte, 64 donc de rating. Le show démarre forcément fort avec un Raven qui est paru extraordinaire, tout comme un Samoa Joe, même si John Moxley lui a encore du mal à exister entre ces mégastars, mais voilà, on va prendre le temps bien sûr de construire John Moxley, ne vous inquiétez pas. Derrière, les Rotten Brothers vont faire face à Colt Cabana et Matt Sydal dans un match tag team. Matt Sydal qui s'est un peu plaint cette semaine, je voulais pas communiquer, mais plein de son utilisation, le momentum aux toilettes. Et c'est pas face aux Rotten Brothers malheureusement qu'il va en reprendre, puisque avec son partenaire du soir Colt Cabana, ils vont malheureusement perdre dans un match avec une descente réaction de la foule et un match de catch un petit peu moyen face aux Rotten Brothers. Alors après 8 minutes 29 de combat, quand Axel Rotten va défaire Colt Cabana via pinfall avec le running splash. En termes d'in-ring performance, Ryan Rotten est à 49, Axel Rotten c'est mieux 38, Matt Sydal fait un petit 30, quand Colt Cabana fait un petit 32. Et ce match qui nous fait un 47 de rating permet la storyline Tag Team Accord de continuer, même si elle perd un petit peu de hit, mais normalement dans le segment suivant on devrait en regagner. Oui, bien évidemment avec un bon 55 de rating solide, où les frères Rotten vont tout simplement commencer à challenger à nouveau Bryan Danielson et Super Dragon. Il les interpelle en demandant à Bryan Danielson et Super Dragon, les champions par équipe, de venir sur le ring, puisque ils ont un challenge à leur proposer. C'est vrai, la semaine dernière ils ont perdu, mais ils ont perdu sur des règles de catch basiques, mais pas dans un match d'hommes. Et ils challenge les Rotten Brothers, Bryan Danielson et Super Dragon, tout simplement à un match d'hommes, ce que Bryan Danielson va bien sûr accepter pour la semaine prochaine, où on aura un nouveau match de championnat, cette fois-ci en tag team hardcore. Bryan Danielson et Super Dragon acceptent et rendent officiel bien évidemment ce match de championnat, une nouvelle opportunité pour les frères Rotten. Ça sera la semaine prochaine. Axel Rotten a priori fait un superbe job d'improvisation avec la foule, ce qui a été apparemment pas du tout le cas pour Bryan Danielson, mais l'effet escompté c'est bien sûr de faire avancer la storyline qui va se poursuivre avec bien sûr un match de championnat où les règles seront extrêmes entre les champions Danielson et Dragon et bien sûr les frères Rotten, les challengers. Derrière, Claudio Castagnoli va faire face à Tommaso Ciampa, qui est donc le sbire payé grassement par Ted DiBiase Senior, qui est à la table des commentaires, bien évidemment, pour donner aussi ses impressions durant le match. Et Claudio Castagnoli dans un match de 8 minutes 34 que j'ai mis a priori, si je ne dis pas de bêtises, du côté donc du storytelling, va dans un match pauvre défaire Tommaso Ciampa en 8 minutes 34 via le Ricola Bomb. Une performance de 56 pour Claudio Castagnoli, une performance seulement de 19 pour Tommaso Ciampa. Il faut le temps de le construire. Claudio Castagnoli qui est apparu incroyable durant ce segment, et Claudio Castagnoli et Tommaso Ciampa qui ont une bonne chemistry ensemble lorsqu'ils s'affrontent.
ça sera peut-être à regarder dans un coin de la tête pour les prochains affrontements et peut-être pourquoi pas pour une suite de storyline. Et bien sûr, la table des commentateurs qui permet au match de donner un petit boost. Claudio Castagnoli barre donc le sbire de Tommaso Ciampa. Vous imaginez bien que Teddy Biassi Senior était moyennement content donc du résultat du match. Il y aura peut-être explication de texte dans les prochaines semaines. En tout cas, victoire de Claudio Castagnoli qui se rapproche forcément, et oui, certainement maintenant, d'un affrontement one-on-one face à Bobby Roode pour avoir ses mains sur celui qui lui a coûté tant et tant d'opportunités, notamment au titre secondaire de la TNT détenu par CM Punk que l'on ne verra pas ce soir. Rena Mero est derrière dans le ring et elle annonce, s'il était déjà encore besoin de le préciser, qu'elle n'a pas peur d'Amazing Kong. Amazing Kong est une brute, est un monstre, mais contrairement à Jacqueline Moore, elle n'a pas peur d'affronter finalement ce monstre qu'est Amazing Kong. Peut-être que c'est quelque part de la stupidité, peut-être un petit peu de l'arrogance pour certains, mais Rena Mero est une fighting champion et elle ne recule devant aucun challenge, et ça tombe bien. Et oui, c'est ce que nous dit Jazz, parce que la semaine dernière, Jazz, elle le mentionne dans la promo, avant d'avoir coupé Rena Mero, que la semaine passée, elle a battu, elle a pinned Rena Mero faire une square dans un match tag team, quand elle faisait équipe avec Nicky Rocks et Jazz avec Amazing Kong. Et donc aujourd'hui, elle challenge Rena Mero tout simplement à un match de championnat. Et Rena Mero accepte bien évidemment, et Paul Heyman qui va rejoindre la table des commentateurs pour les segments féminins, puisque Rena Mero est dans le ring, complètement en adéquation avec le challenge proposé par Jazz. Et donc il officialise ce match de championnat qui arrive tout de suite maintenant. Le segment nous fait un bon petit 52. Paul Heyman qui a paru plutôt bon. Et le match nous fait, ça a bien marché, un 45, oui oui, après une double disqualification prononcée par l'arbitre, puisque ce n'est pas mentionné, mais dans les Raw Agent, si Amazing Kong est intervenu pour tout simplement casser la gueule à Rena Mero et à Jazz, voyant le bordel sans nom dans le ring, l'arbitre a préféré donc mettre une double disqualification 45 donc de rating. La storyline Female Monster permet bien sûr d'avancer sans gagner de hit. Rassurez-vous, j'ai quelques petites idées forcément derrière la tête, mais bon, je pense que vous avez tous vu et compris où je voulais en venir, bien évidemment. Après, ce draw prononcé par l'arbitre à cause de l'intervention d'Amazing Kong. Derrière, on retrouve Tyler Black, à nouveau dans une pièce sombre, une petite lumière très faible au-dessus de sa tête, les cheveux bien sûr qui cachent le visage, avec en main une photo, celle de Tommy Dreamer, son idole, la personne également qui l'a pris sous son aile avec Jon Moxley, qui lui avait tant fait rêver lors de sa période à la ECW. Il s'était dit très heureux dans les précédents segments, très honoré de voir finalement Tommy Dreamer le prendre sous son aile, mais il s'est rendu compte au fur et à mesure des semaines, Tyler Black, et ça a été comme un écho lorsqu'il a mis fin à la collaboration avec Tommy Dreamer en lui coûtant son match de championnat et également sa carrière à la All Elite Wrestling. Tommy Dreamer n'avait que pour but de tirer la couverture à lui. Oui, il a pris ce match de championnat non pas pour essayer de faire revenir Jon Moxley côté, on va dire, propre de la force. Non, il voulait prendre son opportunité pour régler les comptes avec Raven et également redevenir champion du monde, ce qui n'avait plus été depuis un petit bout de temps. Et Tyler Black a vu clair dans son jeu à la toute fin. C'est pour ça qu'il a décidé de trahir Tommy Dreamer. C'est pour ça qu'il a décidé de l'attaquer. C'est pour ça qu'il a décidé de lui coûter le match face à Raven et également sa carrière à la All Elite Wrestling. Ça ne le menait à rien. Il n'a pas progressé. L'effet Tommy Dreamer n'a pas eu l'effet escompté sur Tyler Black et sur Jon Moxley. Et ça, Jon Moxley l'a compris le premier. Il brûle la photo de Tommy Dreamer et il le dit désormais, je passe du côté obscur. Ce sont les mots de Tyler Black, 46 de rating. Et bien sûr, le potentiel heel turn de Tyler Black a été un petit peu teasé durant ce segment, vous l'imaginez. Toujours pas. Et enfin, le main event nous fait un très bon 78. Kip James et Christopher Daniels qui font face dans un triple threat à Samoa Joe et dans un match avec une fantastique hit et du grand catch. Le match a été commenté par Paul Heyman et par Raven. Samoa Joe va défaire dans 12 minutes 38 Kip James via pinfall avec le Iceland Driver pour devenir officiellement le nouveau challenger numéro 1 titre de Raven. Raven était à la table des commentateurs, donnait ses impressions pendant le match avec bien évidemment Paul Heyman, les deux grands copains qui étaient présents. Et dans un 78 de rating, Samoa Joe gagne donc sa place et sa chance pour un match de championnat. Les performances sont assez moyennes, 61 pour Kip James, 69 pour Christopher Daniels et 82 pour Samoa Joe qui, avec cette meilleure performance, prend donc le titre d'aspirant numéro 1. 66 de rating global pour ce show. On améliore notre popularité
donc dans 16 régions, les 16 régions où nous sommes bien évidemment diffusés. 0.07 de TV rating les petits potes, 55 930 viewers cette semaine, oui, via nos chaînes de télévision, c'est pratiquement 10 000 de plus de 10 000 de plus que la semaine passée. On a franchi un cap, on a également fait beaucoup plus de personnes dans les gradins, malgré un moins bon show, peut-être qu'on récupère aussi un petit peu le momentum du show précédent qui était meilleur que celui de la semaine d'avant en tout cas. On surfe sur la vague, on continue à bien progresser et on est désormais aux portes du top 10 au ranking. Oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais oui, désormais, ça y est, au niveau de la compagnie War, on est aux portes du top 10 juste derrière la DDT qui est également en size régional. Oui, le top 10 nous attend à bras ouverts. Nous y allons doucement mais sûrement. Regardez-moi cette note globale de show. 92 pour la New Japan Pro Wrestling avec son show Fighting TV Samurai. Incroyable. Dans le main event, Konta Kobashi, Giant Bernard et Juventud Guerrera ont défait Paul White, Suzumu Yokozuka et Lance Storm. 96 de rating pour ce match. C'est dément. Complètement dément. On est loin, très très loin d'être à ce niveau-là. Mais voilà, je voulais quand même vous communiquer l'information parce que je pensais qu'on était eh bien, le meilleur show de la soirée, du mercredi, et bah pas du tout. Dans le Japan, ils nous ont volé la vedette et assez aisément. Quelques news les gens avec d'abord une bonne nouvelle et Bobby Roode qui a retrouvé eh bien, toutes ses capacités physiques, lui qui était un petit peu blessé, et notamment sur les matchs ralentis à cause de cette blessure désormais est complètement apte sans aucune douleur. En revanche, Colt Cabana s'est blessé et quand je vois L4, L5, je me dis qu'à mon avis, ça ne doit pas du tout être une bonne nouvelle et que la blessure va être longue, très longue. On va tout de suite voir dans le medical. 2 mois et 2 semaines. Ah non, ça va. Et on peut l'utiliser. Écoutez, je m'attendais à une absence bien plus importante et surtout, avec aucune possibilité de pouvoir l'utiliser. Donc le Cabana sera juste ralenti. Tout va bien, plus de peur que de mal. C'est définitivement cette fin d'épisode devenu une mode de me casser les couilles avec une augmentation de salaire. Après Bryan Danielson, après également CM Punk, c'est désormais au tour de Super Dragon. Bryan Danielson lui a dit certainement, écoute, moi il m'a augmenté de 75%. Eh bah, ouais, allons-y, pourquoi pas, faut tenter 910. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas payé cher, il demande 1240. Allez, une petite full pairase pour toi, ouais, tu fais du bon boulot, mon petit Super Dragon. Bon, faut pas qu'il en parle à Bryan Danielson, s'il lui dit que moi j'ai été augmenté de 100%, je pense que Bryan Danielson il va revenir à la charge. On va espérer qu'il garde ça pour lui, mais il mérite, il mérite. Aucun incident backstage les gens cette semaine, donc du coup on fait un petit medal random entre Rain et Natty Neidhart, on va voir si ça peut prendre. Et oui, ça prend, avec désormais une grosse amitié entre les deux, comme quoi le medal a été cette fois-ci fructueux. On est parti les gens pour le dernier AEW Dynamite du mois de juin 2006. C'est également le dernier show de notre vidéo. Comme je dis si bien, toutes les bonnes choses ont une fin. On est au MN Duluth Entertainment Center devant 4465 pèlerins. Et nous démarrons le show les gens avec le match de championnat promis entre les Rotten Brothers et Danielson et Dragon lors du dernier show dans un match d'hommes. Tag team hardcore avec des règles extrêmes. Et dans ce match, avec une bonne 8 et du descent catch, Danielson et Dragon vont défaire les Rotten Brothers dans un 2 contre 2 hardcore en 15 minutes 16 quand Bryan Danielson va défaire Axel Rotten via pinfall avec une Dragon suplex. Danielson et Dragon ont fait donc leur 6ème défense du titre tag team, à savoir également que Ian Rotten a pris également un stun bump dans ce match. Axel Rotten a été le weak link durant bien évidemment la rencontre. Avec cette victoire de Danielson sur les Rotten Brothers, et bien désormais la storyline tag team hardcore termine avec ce segment malgré le fait qu'elle ait gagné de la hit. Au niveau des performances, on a 34 pour Axel Rotten, 45 pour Ian Rotten qui apparemment était pas forcément dans un super jour, et Ian Rotten qui s'est blessé le con à cause de ce stun bump. On ira voir bien évidemment si ça a des conséquences négatives pour la suite donc des opérations sur le court moyen terme. Au niveau des performances donc 34 comme j'ai dit, 45 pour Ian Rotten, 72 pour Super Dragon et 75 pour Bryan Danielson. Super Dragon qui est en train de se mettre petit à petit au niveau de Danielson. Alors peut-être qu'il a été aussi aidé par les caractéristiques chaotiques du match, mais enfin quand même, bon match tag team, 63 de rating et Danielson et Dragon toujours champion, on s'y attendait plus ou moins. Enfin, je pense que vous étiez très peu à pronostiquer une victoire des Rotten Brothers. C'est un petit peu trop tôt pour l'instant. Je me doute, mon petit Brian. Derrière, CM Punk est backstage avec Amy Weber. CM Punk se plaint un petit peu de ce qui est en train de se passer. Là, on donne beaucoup d'importance à ce qui est en train de
de se mettre en place entre Ted DiBiase Senior et Roddy Piper, Claudio Castagnoli et Bobby Roode pour savoir qui va être finalement le prochain challenger numéro 1 au titre TNT. A priori, selon les dires officiels de Paul Heyman, eh bien ça devrait être Bobby Roode. Seulement pour l'instant, on est encore un petit peu dans l'expectative à attendre finalement de voir si Claudio Castagnoli ou non va pouvoir avoir ses mains sur Bobby Roode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, eh bien les futurs challengers ont plus d'importance que le champion lui-même. Alors si CM Punk a pris une décision, et bien cette fois-ci c'est d'être un champion TNT qui va être présent à la TV, parce que si le titre TNT n'est pas finalement présent à la télévision, à quoi sert le titre? Donc il sera présent ce soir dans le main event face bien, au champion du monde Raven, avec qui il a déjà une rivalité pour ce fameux titre TNT. Il sera accompagné et bien évidemment en équipe face à Samoa Joe qui fera donc équipe avec CM Punk dans le main event pour faire face à Raven et John Moxley. CM Punk le dit, il respecte Samoa Joe, ils sont pas les meilleurs amis du monde, ils ont quelques contentieux malgré tout, mais ce soir, pour le bien du titre TNT aussi, pour le bien du main event, ils vont faire équipe et mettre leur petite friction de côté en ce qui concerne le côté personnel pour essayer bien, de coexister dans ce match et permettre bien, au catch de s'imposer, parce que c'est vrai que Raven et John Moxley c'est un peu de l'anti-catch ces dernières semaines, on va pas se le cacher, en tout cas selon les dires de CM Punk. 63 de rating, CM Punk a parfaitement improvisé, ce qui n'a pas été le cas d'Amy Weber qui apparemment a paru complètement paumé durant le segment, mais la performance de CM Punk a été fantastique, comme quoi ça contraste complètement, et le segment donc Elite Nest permet d'avancer avec ce segment, et la storyline Money Man permet également elle d'avancer, de gagner de la hit grâce à cette intervention de CM Punk. Derrière, Amazing Kong va faire face dans un 1 contre 3 handicap, Natty Neidhart, Gatekeem et Chantel Taylor, match pauvre où Amazing Kong va défaire Natty Neidhart, Gatekeem et Chantel Taylor en 7 minutes 11 via pinfall, quand elle tout simplement a défait via Natty Neidhart via l'Amazing Bomb. En termes de performance in ring, bien évidemment, Amazing Kong a été au-dessus de tout le monde avec un très gros 48, Chantel Taylor suit avec un 37, Gatekeem 34 et Natty Neidhart toujours un petit peu à la traîne avec un 30. On a enterré certaines de nos filles, enfin même l'intégralité de nos faces à l'exception de Reina Mero pour Amazing Kong. Et la promo qui suit, alors c'est un peu la promo gros bordel, puisque Roddy Piper va interpeller Reina Mero en lui disant bon, voilà ta challengeuse, voilà celle que tu aurais dû affronter, et pas Jazz. C'est pour ça que quelque part on a voulu faire un statement la semaine passée. Maintenant j'en profite aussi vu que j'ai micro à la main pour interpeller un peu Ted DiBiase Senior. Ouais, la semaine passée ça y est, Claudio Castagnoli a battu Tommaso Ciampa. Maintenant il va pouvoir avoir les mains sur Bobby Roode seulement. Ted DiBiase Senior va quand même essayer d'interrompre un petit peu Roddy Piper. Bobby Roode et Tommaso Ciampa sont avec bien évidemment le $1 million Man. Il va un petit peu faire valoir aussi les intérêts de Bobby Roode en disant bon, Bobby Roode il a été blessé une première partie aussi de sa carrière à la All Elite Wrestling, il traînait une vieille blessure. Bon, maintenant ça va, il est clear à 100%, il n'y a plus de gêne, mais avant de réellement le mettre en confrontation directe sur un match donc one-on-one avec Claudio Castagnoli, là on sait qu'il y a quand même un précédent entre les deux. Bobby Roode, Claudio Castagnoli, ils se sont affrontés en one-on-one, mais ce qu'il voudrait avant, c'est que son client Bobby Roode puisse se roder dans un match tag team. Un match tag team, Bobby Roode, Tommaso Ciampa sera son partenaire, face à bien sûr Claudio Castagnoli, un partenaire de son choix, que Claudio Castagnoli aura du mal à trouver parce qu'il n'a pas d'amis dans les backstage. Voilà, Ted DiBiase se félicite de sa trouvaille, seulement Roddy Piper lui dit écoute, match tag team, pourquoi pas, pas de soucis, pas d'angoisse. En revanche, là aussi pour le partenaire, il n'y aura pas de problème, puisque Amazing Kong sera la partenaire de Claudio Castagnoli. Ils avaient déjà fait équipe. Ted DiBiase Senior qui ne s'attendait pas à ça. Le masque clairement sur son visage après l'annonce de Roddy Piper. Tommaso Ciampa est pas trop rassuré non plus. Bobby Roode se dit quoi, comment c'est possible? Et oui, la semaine prochaine, on aura effectivement, comme l'a demandé Ted DiBiase Senior, un match par équipe. Bobby Roode, Tommaso Ciampa et face à lui Amazing Kong et bien sûr Claudio Castagnoli. 44 de rating pour ce segment. C'est plutôt pas mal. Ted DiBiase qui a apparemment adoré aller en dehors du script. Il a paru très bon, l'ami Ted DiBiase senior. Le contraire de Bobby Roode malheureusement. Tommaso Ciampa qui a pas du tout paru bon. Le gars était complètement paumé. Mais les storylines avancent, que ce soit pour Female Monster ou pour Money Man.
Et enfin dans le main event, non pas du tout. Heureusement qu'on termine pas sur un 53 avec El Jericho et Incredible Heroes dans le main event, sinon c'est pas encore des garçons qu'on peut se permettre de mettre à ce stade-là. El Jericho qui vont faire face à Incredible Heroes qui sortent d'une rivalité gagnée face aux Young Wolves. El Jericho, ancien challenger numéro 1 au titre de Dragon et de Danielson, qui vont malheureusement perdre dans un match décent face aux Heroes, puisque Heroes va défaire Incredible Heroes El Jericho en 9 minutes 51 quand Justin Incredible va défaire El Generico via pinfall avec le Vats Incredible après l'intervention de Trinity, oui c'est pas clean quand même, un petit peu teinté, histoire de 53 de performance in-ring, pas de chemistry, oula, oh ça je l'avais pas noté, Justin Incredible et Chris Hero ont absolument aucune chemistry en tant que partenaire, oh, je l'avais pas vu ça, merde, oh le con, oh les plans que j'avais qui tombent à l'eau. Sublime, magnifique. Bon, le couleur commentary qui donne un boost au match. 56 de performance in-ring pour Kevin Steen, 46 pour El Jericho, 28 pour Chris Hero et 42 pour Justin Incredible. Ouais, forcément, comme il n'y a pas beaucoup d'alchimie, ça se ressent dans les performances. Oh, merde, putain, c'était pas prévu ça. Bon, victoire des Heels. Et enfin dans le main event, ça nous fait un solide 72, malgré l'implication de John Moxley et Draven qui, bon, pour l'instant, ont du mal à nous faire des performances qui décollent. On fait quand même un 72, CM Punk, Samoa Joe d'un côté et John Moxley et Raven de l'autre. Match avec une grande lutte et du bon catch, où CM Punk et Samoa Joe vont défaire John Moxley et bien sûr Raven en 13 minutes 57, quand Samoa Joe, va pin John Moxley via pinfall avec le Iceland Driver en termes de performance in ring. John Moxley a été le moins bon, le weak link. Oui, effectivement, quand on le voit, 33 de performance in ring, Raven est à 66, on commence à augmenter, 80, énorme 80 de Samoa Joe qui fait le pin sur John Moxley sur ce match et 72 pour CM Punk qui fait le taf. Bref, Samoa Joe avec cette victoire de John Moxley peut prendre pourquoi pas un avantage psychologique face à Raven avant son affrontement face au champion pour le titre mondial, bien évidemment sur la règle de Raven comme on l'imagine. 72 de rating, prise de momentum très intéressante de la part de Samoa Joe bien accompagné de CM Punk. Et le show nous fait une performance de 66 comme celui de la semaine passée et on améliore également notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Un an, un mois et 2 semaines. C'est la durée de convalescence de Jan Rotten après le stun bump qui s'est mangé face à Danielson et Dragon. Mama, heureusement qu'on avait terminé la rivalité. Mais la question c'est qu'est-ce que je fais d'Axel Rotten, qui était le Wink Link dans cette équipe. Oh, et j'ai une équipe de heal en moins. Oh la merdasse. Oh, la grosse merdasse sa mère. Ah ouais, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pas du tout, mais alors pas du tout une bonne nouvelle. Assez dur des news comme ça. Bon, show history, parce que là on aura une meilleure nouvelle. Oui, 58 400 viewers, 0.07 de TV rating. 4465 viewers également dans l'arena. C'est beaucoup mieux que ce qu'on a fait la semaine passée. Bon, en termes d'attendance un petit peu moins, mais en tout cas en termes de broadcast, c'est mieux. Oh, putain, je me reviens toujours pas là. 1 an, 1 mois et 2 semaines de convalescence. La carrière du mec est tout simplement ruinée. Quelques petites news du monde, les gens avec les pay-per-view de la TNA et de la WWE qui se sont tenus dimanche, donc hier dans le jeu. C'est l'Anniversary qui a fait un 68 de rating avec un main event, Jeff Hardy qui a défait Batista, Sanjay Dutt et le Sandman dans le main event. 73 de rating. Ok, bon, Batista a bien fait d'aller là-bas. Et au niveau de l'American Bash, eh bien c'est John Cena qui a défait Kurt Angle dans le main event pour retenir et donc conserver le titre de la WWE 78 de rating. J'ai du mal à parler en cette fin de vidéo. 82 de rating global. Ils étaient devant 29 906 personnes. Énorme. Et c'est l'anniversary devant 7744. Effectivement, c'est pas du tout la même tendance. Bon, on est au 1er juillet, on va faire le bilan bien sûr économique du mois, avant bien évidemment de s'intéresser quand même aux news. Bataille régionale pour... oui, on finit à peu près deuxième de partout, tout va bien. CM Punk qui voit l'ASW eh bien, lui faire une offre de contrat, bah vas-y mon petit, de toute façon ils sont en small donc on s'en fout. Super Dragon qui a étendu son deal, ça je l'avais vu, pas de problème. On a une signature de contrat avec encore une fois un pair Ice Week Rest de Kevin Steele. Je vous l'avais dit que c'était la mode en cette fin de vidéo de me demander des sous. 705 par apparence, c'est moins que des 1020 qu'il vaut. Ouais, allez, full pair Eyes. Parce que t'as un bon, tu mérites.
Ouais, ouais, c'est impressionnant. Là. Les mecs pensent qu'on a du pognon. Bon, tu me diras, c'est vrai que vu les finances, effectivement, on a du pognon. 100 000 dollars de profit, un petit peu moins que le mois dernier, mais c'est normal. Hein. Au mois de mai, on avait fait 5 shows. Donc c'est un petit peu normal d'avoir un petit peu moins de profit. Mais bon, on est quand même bien. La balance économique est très, très, très largement positive. 279 000 dollars donc de tickets vendus par rapport au mois d'avril qui comportait 4 shows également, c'est quand même 70 000 de plus. On a toujours un TV revenu identique. Au niveau des sponsors, un petit peu plus qu'il y a 2 mois, puisque je compare au show d'il y a 2 mois, puisque c'était bien évidemment le dernier mois, on a fait 4 shows. Au niveau du merchandising, on a mis 10 791 dollars donc de profit. Ouais, un petit peu plus que le mois d'avant et un petit peu moins que le mois d'encore avant. Au niveau du MISC, on est à peu près sur la même chose. Au niveau du coût de worker, bon, on a quand même fait 12 000 de plus par rapport il y a 2 mois. Au niveau du coût des shows, on est largement au-dessus, ouais, effectivement. Dis donc, elle est impressionnante cette hausse. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a quand même monté aussi au niveau de la tendance. On a de plus en plus de personnes dans les gradins. Le marketing, c'est toujours la même chose. Au niveau du merchandising, des coûts du merchandising, on est à peu près similaire. Le coût de production est égal à celui d'il y a 2 mois. Au niveau du MISC, on s'est pas plus fait assassiner. Par contre, au niveau des taxes, ouais, clairement, on douille. Hein. On douille, c'est un peu moins que le mois dernier, mais enfin quand même. Mais bon, ce 100 000 euros quand même de profit, c'est bien. C'est bien, c'est quand même sympa. Un point sur les storylines et le prestige des titres avant de se quitter. Donc au niveau des storylines, on en a 3 pour l'instant actives. Elite Nest 72, donc de Hit, Fomal Monster 48, le Moniman 52. On est largement au-dessus de ce qu'on nous demande, tout va bien. La storyline Elite Nest, elle est vraiment très chaude. Hein. Enfin très chaude. En tout cas, à notre niveau. Au niveau des titres, le titre féminin est à 62 prestige. Va peut-être falloir commencer à le remonter. Au niveau du titre AEW, on est repassé à 90. Titre par équipe 95, on a baissé un petit peu. Le titre TNT, on est à 90. On tirera 14 défenses aussi. Le titre du CM Punk, c'est quand même voilà. Ça donne aussi une idée générale du prestige du titre et de ce qu'on est en train de faire avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.